Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série sur l'histoire de l'Amérique du Nord, du Canada et des relations entre colons européens et autochtones. Dans la partie 1, je démarrais le chapitre sur les grands explorateurs avec Christophe Colomb et les Espagnols, qui à cette époque n'étaient pas remontés plus haut que l'actuel Kansas. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'arrivée de Jacques Cartier à l'actuel Québec. Installez-vous confortablement, on démarre sans plus attendre la suite de notre histoire. L'histoire de l'Amérique du Nord prend un grand tournant avec notre prochain explorateur, j'ai nommé Jacques Cartier. Capitaine Jacques Cartier. Sujet de François Ier, roi de France. Ce nom, je ne l'avais pas entendu avant d'arriver au Québec. Pourtant, ici, il est un peu partout. Au détour d'une rue ou d'un boulevard, en prenant un pont, en entrant dans un centre commercial ou encore pour nommer une place publique. Même une montagne en Gaspésie porte son nom. Je me suis dit qu'il devait être formidable, mais j'étais loin de la vérité. Pour cette vidéo, je me suis aussi grandement appuyée sur le livre « Ils étaient l'Amérique » de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque aux éditions Luxe. En 1524, le royaume de France se réveille, alors sous le règne de François Ier. La France est en retard pour la fête alors que d'autres s'enrichissent depuis un petit moment. C'est un peu ridicule de rester dans le flou pour la couronne alors qu'il est connu que certains marins du pays vont pêcher dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le roi demande donc d'abord à Giovanni da Verrazzano, un Italien, d'aller encore et toujours trouver cette fameuse route vers l'Asie, qui doit se trouver au nord, un peu plus au nord que les colonies espagnoles. Ce dernier atteindra la Caroline du Nord et remontera le long de la côte jusqu'à Cap-Breton et Terre-Neuve. Verrazzano établira, une fois pour toutes, que l'Amérique du Nord est bel et bien un continent. Et surtout, le marin nomme Nova Gallia, donc Nouvelle-France, le territoire adjacent au golfe du Saint-Laurent. Mais Verrazzano n'y mettra jamais les pieds. Il meurt peu de temps après. Le roi fait ensuite appel à Jacques Cartier qui part pour sa première expédition en 1534. Mais avant cette date, on ne connaît rien sur le navigateur originaire de Saint-Malo. Ou en tout cas, pas grand-chose qui expliquerait le choix de la couronne. Avant de continuer, j'aimerais vous planter le décor et vous présenter les personnages de la suite de l'histoire. En 1534, la vallée du grand fleuve Canada, dit aussi Hochelaga, est magnifique. De vieilles forêts luxuriantes bordent le cours d'eau de leurs arbres sains et centenaires, à bois mou ou franc, patients gardiens de la sacralité des lieux. Des cascades et des sauts tumultueux, ainsi que maintes rivières d'eau douce, pures comme à l'aube des temps, viennent s'y jeter et gonfler ses flots. Ce fleuve généreux, où les poissons étaient en leur empire, irrigue une nature sans ordures, sans blessures ni cicatrices. C'est le paradis des animaux sauvages, grands et petits, caribous des bois, orignaux, wapitis, tortues, ours et castors. Donc on a le grand fleuve d'Hochelaga, le village d'Hochelaga, qui est au pied du Mont-Royal, qui se trouve être l'emplacement du futur Montréal. Stop! Petite pause, on s'en est rendu compte trop tard pour la vidéo en français, mais ce mot se prononce Hochelaga et non pas Hochelaga. Ça nous paraissait important de quand même l'indiquer. Et il y a 7 villages, dont celui de Stadacone, dont on reparlera. Mais ces 7 villages se trouvent être à l'emplacement de l'actuel Québec et ses alentours. Ces 7 villages, donc, forment la région de Kanata, qui veut dire là où il y a des maisons. Un terme que Jacques Cartier reprendra pour nommer l'ensemble de ces nouvelles terres et qui, vous l'avez peut-être deviné, deviendra le nom du pays, le Canada. Qu'est-ce qu'il
dit mon père? Commandant Cartier, il dit que sa nation s'appelle le Canada. Canada. Ah bon? Canada. Mille pardons, sire. Je pense que ce mot veut désigner ce groupe de maisons là-bas. Mais non, mon jeune ami, ayez confiance en moi, c'est sa nation. Le Canada, c'est très clair. Cette vallée est peuplée par des Iroquois semi-sédentaires qui sont les principaux acteurs du premier échange avec les Français. De part et d'autre, ils sont encerclés par les Algonquins qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Je ne vais pas donner trop de détails à propos des différentes Premières Nations dans ces vidéos historiques, mais possiblement plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, les Algonquins sont une famille linguistique qui inclut plusieurs nations, différentes entre elles, mais aussi différentes de la famille linguistique iroquoise. Mais pour les Iroquois du fleuve, c'est plus compliqué. Leur origine, leur affiliation restent incertaines. Et malheureusement, ils ne sont plus là pour nous donner la réponse. De plus, Cartier et ses hommes ne semblent pas avoir pris la peine de s'en enquérir. Le navigateur s'est contenté de relever des généralités et des banalités sur ces peuples sans même se soucier de retenir leur nom. Si des personnes qui regardent cette vidéo s'y connaissent, il est notamment important de les différencier des Iroquois Mohawks qui viendront occuper ces mêmes terres, mais bien plus tard. Jacques Cartier et ses navires arrivent donc au bord de l'actuel Canada en juillet 1534. Ils passent par le détroit de Belle-Île, longent Terre-Neuve, relient l'île du Prince-Édouard, longent la côte de l'actuel Nouveau-Brunswick, parcourent en détail la baie des Chaleurs jusqu'à l'embouchure de la rivière Matapédia, puis remontent l'actuelle Gaspésie jusqu'à la baie de Port-Daniel. Là a lieu leur première rencontre avec les Micmacs. De cette rencontre, Cartier écrira: Ils vinrent jusqu'à notre embarcation en dansant, en signifiant vouloir notre amitié, en nous disant en leur langage Naputu Daman Assortat et d'autres paroles que nous ne comprenions pas. Contrarié, Cartier quitte Port-Daniel précipitamment, effrayé par la frénésie de cette foule. On va le voir à plusieurs reprises. Mais Cartier apparaît vraiment comme quelqu'un de peureux. Pour un explorateur, il a peur de l'inconnu. Il ne s'intéresse pas au peuple qu'il va rencontrer et il agit de manière inappropriée. Bien sûr, les textes qui ont fait le plus de bruit dressent un portrait plus flatteur de sa personne et une image de sauvage pour les autochtones. La cour du roi, les gens qui allaient les lire voulaient du sensationnel. Il est plus facile de trouver des auteurs qui ont brossé les personnages importants dans le sens du poil, plaçant toujours l'Européen comme le plus cultivé, le plus civilisé, le plus gentleman, etc., et rabaissant les autochtones. Les auteurs ont aussi voulu coller avec les images qui avaient déjà été rapportées par les Espagnols sur les peuples d'Amérique du Sud. Il est plus difficile de trouver des auteurs qui ont écrit la vérité. Les versions divergent car à l'origine déjà, les récits ne sont pas véridiques. Revenons en 1534. Après cette brève rencontre avec les Micmacs, Jacques Cartier continue jusqu'à Gaspé. Là, lui et son équipage vont s'abriter des orages dans la baie. C'est alors qu'ils vont faire la rencontre d'un groupe d'Iroquois de Stadacone. Ces derniers ont remonté une bonne partie du fleuve, donc depuis la région de l'actuelle ville de Québec, jusqu'au bout de la Gaspésie pour constituer leur réserve hivernale de poissons. C'est alors qu'a lieu l'épisode de la croix, le mensonge de la croix, que l'on peut voir représenté sur plusieurs œuvres d'art. En effet, après s'être présenté, le groupe de Stadacone et les marins procèdent à plusieurs échanges d'objets. Puis Jacques Cartier plante une croix dans le sol et déclare « Ces terres qui se trouvent devant vous sont maintenant les terres de François Ier, roi de France. » Les autochtones comprennent le sens du geste de Jacques Cartier, et un homme parmi eux prend la parole. Cet homme, c'est Donnacona. De ses bras, il montre l'étendue des terres environnantes, laissant entendre de façon limpide que ce pays n'est pas à prendre au nom de qui que ce soit. Les Indiens sont insultés. Le capitaine français se défend maladroitement. Ce n'est pas ce que vous croyez. Cette croix n'est rien d'autre qu'une balise de reconnaissance pour nos bateaux. Malgré ce manque de respect, la curiosité des Iroquois sera plus forte. Ce sera un peu une approche bancale des deux côtés, en mode un pas en avant et deux pas en arrière. Les Iroquois s'approchent des navires, mais les marins les poussent de force à bord. Puis ils leur donnent quand même à manger et ils procèdent à des échanges. Et pour clôturer ce moment, cette première vraie rencontre, ce tournant dans la vie des Premières Nations d'Amérique du Nord, je vais vous lire un long passage, mais qui reflète bien le personnage de Cartier et annonce la couleur pour la suite. Mal à l'aise, Cartier décide abruptement de fuir toute cette agitation et reprend le large vers la France. Mais avant de lever l'ancre et de hisser ses voiles, il fomente une triste fourberie.
À bord de son bateau se trouvent Donnacona et 2 jeunes, Domagaya et Tanyoani. Jacques Cartier déclare à Donnacona qu'il retient les 2 jeunes hommes pour les amener en France, promettant qu'il les ramènera sains et saufs l'année suivante. Il oblige les jeunes à abandonner leurs habits de peau, leur haillon, dit Cartier, afin de revêtir un pantalon français, une chemise et un bonnet rouge de marinier. Donnacona, outré, proteste avec véhémence, mais Cartier reste sourd à ses récriminations ou fait mine de ne rien comprendre. Il ordonne aux autres Indiens de regagner la rive. Stupéfaits, ceux-ci voient les voiles se déployer le long des mâts, puis le navire sortir lentement de la baie. Cartier part sans plus de cérémonie. Une année passe. La rencontre à Gaspé se répand dans les villages du Canada, donc les 7 villages au niveau de l'actuel Québec. Les autochtones sont très curieux. Les villages et les peuples autour veulent en savoir plus. Les habitants de la région de Canada sont très excités à l'idée du retour des Français. Ils veulent en voir plus de leurs objets révolutionnaires, et les clans veulent en savoir plus quant aux possibilités d'alliance et d'échange. Les Iroquois du Canada aimeraient être la porte d'entrée et de gestion des biens amenés par les Européens. Ils ne veulent pas que Cartier continue sur le fleuve et aille enrichir d'autres peuples, dont des ennemis. Si les 2 jeunes Stadaconiens sont ramenés vivants, Donnacona sera chargé d'être le diplomate qui arrangera une alliance. Donnacona n'a jamais été un chef indien comme le pense Jacques Cartier. Il a jusqu'à présent été un porte-parole désigné par les maires des clans du Canada. Les nations ont leur propre structure politique différente du modèle européen. Quoi qu'il en soit, les Iroquois du Canada attendent impatiemment le retour de Jacques Cartier. Ce dernier se laisse désirer puisqu'il revient vers la mi-septembre, guidé par les 2 jeunes Stadaconéens ayant survécu. L'explorateur jette immédiatement un froid dans la relation. Les habitants ont organisé une fête en son honneur, mais il refuse les avances de la population et de Donnacona. Il veut continuer de remonter le fleuve pour trouver un passage vers la mer de l'Ouest. Donnacona refuse alors de l'aider et de lui fournir les services d'interprète de ses 2 fils du premier kidnapping qui sont en fait ses neveux. Mais encore une chose que Cartier n'avait pas comprise. Il laisse donc ses 2 plus gros navires, du matériel et une 50aine d'hommes au Canada pour tout surveiller et continue son chemin vers Hochelaga, qui, je vous le rappelle, est l'emplacement du futur Montréal. Il sera de retour à peine 1 mois plus tard, vers la mi-octobre. C'est un explorateur déçu qui revient. De son point de vue, les Hochelagiens ne sont pas plus intéressants que les Canadiens. Et c'est avec sa déception qu'il s'apprête à passer l'hiver. Et quel hiver! Les Stadaconiens sont souffrants. Ils affrontent une maladie inconnue. Jamais dans leur histoire ont-ils succombé si nombreux à un mal aussi étrange. De leur côté, les Français sont encore plus mal, victimes de scorbut, maladie dont ils ne connaissent ni la cause ni le remède. Le scorbut est une maladie due au manque de vitamine C. Cette vitamine participe à la formation du collagène. On a, pour les pires symptômes, des difficultés de cicatrisation ou encore le gonflement et le saignement des gencives. Malgré une relation tendue, les Stadaconéens proposent un remède que Cartier refuse dans un premier temps, pensant à l'empoisonnement. Après avoir perdu 25 hommes, sur une centaine environ, il accepte et le reste de l'équipage est sauvé. Mais personne ne donne ou ne trouve de remède pour contrer l'épidémie qui fait des ravages parmi les Canadiens. Et avec tout cela, il n'apparaît nulle part que Cartier ait exprimé sa reconnaissance envers ses sauveurs. Bien au contraire, il sous-entend que les Stadaconéens cachaient le remède, qu'on a convaincu par la ruse un des 2 neveux de l'administrer aux Français. Avec ce passage, on a un exemple des complots imaginés par Cartier, des déformations qui ont encore été amplifiées par certains auteurs, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Les auteurs de Ils étaient l'Amérique citent notamment Lionel Groulx avec son livre La découverte du Canada datant de 1934. Ce dernier a construit la légende d'un Jacques Cartier héroïque, dont la droiture se bute à la perfidie des sauvages. Ces derniers sont mal intentionnés, tandis que Cartier, splendide breton, perce les impostures de ses petits démons. Groulx prend les écrits de Cartier au pied de la lettre, puis les enjolive. Il contribue à sa manière au mythe fondateur de la colonisation de l'Amérique. Groulx accuse les autochtones d'avoir contaminé les Français avec le scorbut, ce qui est ridicule car les autochtones étaient habitués à leur environnement et leurs conditions de vie. Et puis une carence, ça ne se donne pas en postillonnant sur ou en touchant quelqu'un. Et pourtant, cette histoire sans queue ni tête deviendra la version officielle de l'histoire du Canada dans les écoles catholiques et françaises
durant les années 1950. Et c'est pour cela que je passe du temps sur l'épisode de Jacques Cartier. C'est le début, c'est à partir de ce moment-là que le français, l'européen rentre vraiment dans le monde des nations autochtones d'Amérique du Nord. Et si les premiers récits sont faux, c'est de fausses idées et de mauvaises images qu'on implante dans les cerveaux des générations suivantes. Et cela a encore des répercussions aujourd'hui. Et pour couronner le tout, Jacques Cartier prépare un deuxième kidnapping, se mêlant d'histoires qui ne le regardent pas, pensant rendre service à un autre homme, Agona, qu'il pense vouloir prendre la place de Donnacona, alors que de toute façon, les hommes ne sont pas chefs chez les Canadiens. Et finalement, intéressé par les récits de Donnacona sur de potentielles richesses présentes à l'ouest, il invite donc à bord de son navire, Donnacona, de nouveau ses 2 neveux, 3 autres adultes, 2 petits garçons et 2 petites filles offertes par l'autre chef, Agona. Une fois sur le pont, Cartier les arrête et prend la mer direction la France. On est alors en mai 1536. Ces Canadiens mourront tous entre 1536 et 1541, loin de leur terre. Tous, sauf une fillette qui sera adoptée par une famille, mais dont on perd rapidement la trace, d'autant que personne ne l'a suivie. De l'autre côté de l'Atlantique, la maladie de l'hiver 1536 continue de se propager parmi les Iroquois de la vallée, ce qui causera en grande partie leur disparition, mais également parmi d'autres nations. Les Français causeront involontairement la mort de milliers de personnes. Ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi les autochtones tombent malades et succombent autant à la maladie, c'est que la civilisation en Europe est plus vieille. Elle a déjà domestiqué des animaux, elle pratique l'élevage, elle a déjà rasé beaucoup de forêts, il y a déjà beaucoup de monde regroupé aux mêmes endroits, dans des villes qui sont au contact de plein de virus et de bactéries, des populations qui ont déjà traversé des épidémies, dont le système immunitaire a évolué différemment, ce qui, vous pouvez l'imaginer et le comprendre, est loin d'être le cas pour les nations d'Amérique. Il y aura un 3e voyage. Le roi François Ier veut y renvoyer Cartier, mais cette fois pour installer une colonie. Mais la direction de cette expédition sera confiée à Jean-François de la Roque de Roberval, un homme de la cour ayant fait carrière dans l'armée. Jacques Cartier ne sera donc que le second de cette expédition. Et les textes divergent. Soit il aurait eu la permission de Roberval, soit il serait parti sans l'attendre d'impatience. Roberval, lui, était encore en train de s'occuper de préparatifs. Cartier arrive à Stadacone en août 1541. Les relations n'étant plus bonnes, Cartier fait édifier le fort de Charlesbourg-Royal un peu plus loin, à l'emplacement de l'actuel quartier de Cap-Rouge à Québec. Lui, les marins et les colons passent un hiver horrible. Au mois de juin 1542, il quitte le Saint-Laurent avec les survivants, le fleuve Hochelaga ayant été rebaptisé Saint-Laurent. Il croise son capitaine, Roberval, à Terre-Neuve. Ce dernier, avec d'autres colons, n'ont quitté la France qu'en avril. Mais c'est ciao Roberval. Cartier, encore une fois, se casse sans Roberval. Ce dernier lui demande de faire demi-tour, mais Cartier rentre définitivement en France. Roberval va alors rejoindre le fort de Charlesbourg-Royal, passer un nouvel hiver misérable et rentrera en France avec les survivants en 1543, mettant fin à la première tentative de colonisation d'Amérique du Nord. Ah, ça y est, on en a fini avec le gros relou de l'histoire. Il n'a pas l'air de respecter grand-chose, il néglige beaucoup d'informations, il en fait qu'à sa tête. Mais c'était important de passer du temps sur ce personnage, car c'est le premier à vraiment rentrer en contact avec les Premières Nations d'Amérique du Nord, et surtout le premier à écrire à leur sujet. Au final, il faut se rappeler que Cartier est avant tout un marin qui voyage à des fins commerciales. Il va étudier la géographie, puis les habitants, mais dans le but d'exploiter les ressources locales. Dans la prochaine vidéo, on verra entre autres la mise en place, ou plutôt le contrôle du commerce des fourrures par la couronne, le rôle de Champlain, dont le nom vous dit sûrement quelque chose, et la véritable histoire de Pocahontas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie également Camille qui supervise cet enregistrement et qui assurera le montage. On vous dit à très bientôt, bye! La France est en retard pour la fête, alors que certains s'enrichissent déjà depuis un petit moment. Fais-moi des caresses. En 1500
1524, le royaume de France se réveille, alors sous le règne de François Ier. La France est en regard... Les petites puces qui te font sauter?